Chapitre 1. Biais liés à l'autocomplaisance. Le cerveau humain est gouverné par un principe général, construire une vision cohérente de l'environnement. Nous produisons en permanence des interprétations, des explications, bref, des histoires qui nous procurent le sentiment de comprendre le monde. Par exemple, après avoir lu la phrase « Après avoir passé une journée à explorer de magnifiques endroits dans les rues bondées de New York, Jeanne s'aperçut que son portefeuille avait disparu. » Dans un test de reconnaissance ultérieur, nous associons davantage le mot pickpocket à cette phrase alors qu'il n'y figure pas, que le mot endroit qui lui y figure. Ce phénomène s'explique par le fait que l'on construit une histoire de façon automatique à la lecture de cette phrase, celle d'une touriste qui s'est fait voler son portefeuille par un pickpocket à New York. Cette histoire nous procure le sentiment de comprendre la situation décrite dans la phrase. Pour les histoires qui nous concernent nous-mêmes, le cerveau a tendance à construire des histoires qui nous sont excessivement favorables, c'est-à-dire qui confortent notre ego. C'est le biais d'autocomplaisance. Par exemple, un sondage réalisé dans la revue Challenge montrait que 80% des répondants pensaient que les Français n'étaient pas heureux, mais se déclaraient eux-mêmes heureux. Autrement dit, nous surestimons notre niveau de bonheur par rapport à celui des autres. Le bras armé du biais d'autocomplaisance est le mécanisme mental de rationalisation par lequel nous justifions de façon biaisée nos comportements. De nombreux biais cognitifs concourent à conforter notre ego et notre univers mental. Nous développons dans cette partie l'effet de faux consensus, le biais de confirmation, le biais d'attribution, le biais de croyance et l'excès de confiance. Exemple. Imaginez que vous avez passé un test diagnostiquant une maladie. Ce test produit un résultat positif de façon erronée, un faux positif dans 30% des cas, et un résultat négatif de façon erronée, faux négatif, dans 30% des cas. Il s'avère que votre résultat est un test négatif. Que faites-vous de l'information correspondant aux 30% de faux négatifs ? Après tout, il y a 30% de chances que votre résultat soit négatif alors que vous êtes malade. Vous aurez pourtant tendance à ne pas tenir compte de cette information. Imaginons maintenant que votre résultat au test soit positif. Là, vous aurez tendance à prendre en compte l'information correspondant aux 30% de faux positifs, car le fait d'avoir 30% de chances que votre résultat soit positif, alors que vous n'êtes pas malade, vous arrange. Autrement dit, nous choisissons de considérer ou non le manque de fiabilité du test quand cela nous arrange, et nous trouvons toujours de bonnes raisons pour justifier ce choix. Il est important de connaître ces biais et apprécier leur influence sur nos jugements et décisions dans la vie de tous les jours. Il existe d'ailleurs un biais par lequel nous pensons échapper au biais cognitif. Il s'agit du biais de la tâche aveugle, en référence au point aveugle dans la vision. Ce biais a été mis en évidence par les psychologues Émilie Pronin, Daniel Lin et Lee Ross. Dans leur étude, ils ont présenté 8 biais cognitifs aux participants et leur ont demandé d'évaluer sur une échelle en 9 points dans quelle mesure eux-mêmes présentent ces biais et dans quelle mesure l'Américain moyen présente ces biais. Il s'avère que les participants estiment qu'ils présentent eux-mêmes moins ces biais que l'Américain moyen. Une étude ultérieure a confirmé ce résultat pour 14 biais cognitifs. L'effet de faux consensus. Vous pensez que le régime végétarien est bon pour la santé. Selon vous, quel pourcentage de Français partagent cette opinion ? Il y a de fortes chances pour que vous surestimiez ce pourcentage. L'effet de faux consensus est la tendance à surestimer le caractère commun de nos opinions et de nos comportements, soit le nombre de personnes qui pensent et agissent comme nous. Dans l'étude qui mit en évidence ce phénomène, les chercheurs demandèrent aux participants ce qu'eux-mêmes feraient dans diverses situations. Par exemple, si vous recevez une contravention, est-ce que vous la payez de suite ou vous la contestez ? Et ce que les autres feraient quand une personne reçoit une contravention, est-ce qu'elle la paie de suite ou est-ce qu'elle la conteste ? Il s'avère que, quelle que soit l'opinion choisie, les participants surestiment la proportion de gens qui feraient d'eux-mêmes. Par exemple, 46% des participants indiquèrent qu'ils paieraient la contravention de suite, mais ceux-ci estimaient que 72% des gens feraient le même choix. Surestimer le nombre de personnes qui pensent comme soi-même peut produire des décisions désastreuses. En politique, certains référendums et élections n'ayant pas donné le résultat escompté par ceux qui les provoquèrent,
Exemple, le référendum sur le Brexit en 2016, les élections législatives françaises en 1997, furent probablement motivées par les effets de faux consensus. Les responsables politiques en question surestimèrent le nombre de citoyens qui partageaient leur point de vue. Débiaising. On peut limiter l'effet de faux consensus en rendant plus visible et accessible l'information sur les opinions et les comportements de la population. Il est important d'avoir des informations sur la pensée des autres, sur un sujet que l'on défend ou que l'on souhaite mettre en œuvre. Que pensent les autres et quelles sont les conséquences d'une décision prise sans tenir compte des avis d'autrui? Ou on peut s'appuyer sur des enquêtes ou tester sa pensée sur un petit nombre de personnes avant de l'exposer au grand jour. On parlera de pilote pour un petit test permettant ainsi d'évaluer l'opinion d'autres personnes, que l'on pense acquises à la cause. Exemple. Un responsable de département dans une administration avait lancé une lettre d'information intitulée « Friends », car il adorait la série du même nom à destination de tous les membres du service. Il pensait que cela était très important pour avoir une information mensuelle sur la vie du service et permettre à chacun d'avoir le même niveau d'information. Lorsqu'il a présenté le projet à la centaine de collaborateurs avec la distribution du numéro 1 de cette lettre d'information qu'il avait lui-même rédigée, la réaction des bénéficiaires n'a pas été celle attendue. Les collaborateurs ont montré un intérêt très restreint au projet et un enthousiasme limité. Quelque peu vexé par la réaction des collaborateurs, le responsable est passé par différents états. Incompréhension, colère, dépit. Pourquoi les collaborateurs de son département n'étaient-ils pas intéressés par avoir une lettre d'information alors que lui pensait que c'était important et indispensable pour une bonne communication interne? Ce responsable avait ce besoin d'information et pensait que celui-ci était partagé par tous et que la solution proposée serait automatiquement adoptée, voire plébiscitée. Or, les collaborateurs, de par leurs échanges informels, avaient déjà une information sur la vie du département et voyaient la lettre d'information comme un instrument du pouvoir sur leur vie au travail. Donc, un conseil, vérifiez si votre point de vue est partagé par les autres. Le biais de confirmation. Imaginez une personne fermement convaincue que la vaccination, rougeole, oreillon, rubéole, joue un rôle dans l'apparition de l'autisme chez les enfants. Un jour, cette personne lit un article dans un grand quotidien relayant une étude scientifique qui dément ce lien entre vaccin et autisme. Comment cette personne va traiter cette information? De façon similaire, supposons qu'à la suite d'un débat avec un ami, cette personne décide de se documenter pour creuser davantage la question. Quelle source d'information va-t-elle consulter? Dans ce cas, il est fort probable que le biais de confirmation entre en jeu. Ce biais désigne la tendance à interpréter et à rechercher des informations qui confirment nos croyances au détriment de celles qui les contredisent. L'autocomplaisance envers nos propres croyances est profondément ancrée dans la psychologie humaine. Dans le Nouvel Organum, le philosophe anglais Francis Bacon avait déjà parfaitement identifié ce biais cognitif. L'entendement, une fois familiarisé avec certaines idées qui lui plaisent, soit comme généralement reçues, soit comme agréables en elles-mêmes, s'y attache obstinément. Il ramène tout à ses idées de prédilection. Il veut que tout s'accorde avec elles. Il les fait juges de tout et les faits qui contredisent ses opinions favorites ont beau se présenter en foule, ils ne peuvent les ébranler dans son esprit, où il n'aperçoit point ces faits, où il les dédaigne, où il s'en débarrasse à l'aide de quelques frigoles distinctions, ne souffrant jamais qu'on manque de respect à ses premières maximes qu'il s'est faites. Elles sont pour lui comme sacrées et inviolables, genre de préjugés qui a les plus pernicieuses conséquences. Si nous étions des agents pleinement rationnels, nous chercherions à tester si nos croyances sont correctes ou erronées. Or, pour cela, mieux vaut essayer de les infirmer que de les confirmer. Pourquoi? Parce qu'infirmer une croyance montre que celle-ci est fausse, alors que confirmer une croyance ne prouve pas que celle-ci est vraie. Le philosophe Karl Popper avait théorisé cette logique dans le domaine de la science. Une théorie vraie ne peut donner lieu à des prédictions non vérifiées, alors qu'une théorie fausse peut donner lieu à des prédictions vérifiées. Par exemple, l'invention de la montgolfière a reposé sur une théorie fausse de la force ascensionnelle.
Par conséquent, si les résultats d'une expérimentation ne concordent pas avec les prédictions de la théorie, cela montre que celle-ci est fausse. Mais s'il y a concordance, on ne peut pas dire que la théorie est vraie. Le test des 4 cartes de Watson. En 1966, le psychologue Peter Watson conçut une tâche dite des 4 cartes, qui démontre notre tendance à confirmer plutôt qu'à infirmer une règle. La consigne est la suivante. Chacune des cartes ci-dessous comporte un chiffre sur une face et une lettre sur l'autre. Quelle carte faut-il retourner pour vérifier si la règle suivante est vraie ou fausse? Si une carte a un A sur une face alors qu'elle a un 4 sur l'autre face. Il ne faut pas retourner la carte inutilement, ni oublier d'en retourner une. Les cartes sont A, D, 4, 7. Les expériences montrent que la plupart des personnes retournent les cartes A et 4. Retourner la carte A peut confirmer la règle, s'il y a un 4 au dos, ou l'infirmer s'il y a un autre chiffre que le 4. En revanche, retourner la carte 4 ne peut que confirmer la règle, s'il y a un A au dos. S'il y a une autre lettre que A, cela n'infirme pas la règle. L'autre carte qui peut infirmer la règle est la carte 7, s'il y a un A au dos. Seulement 10% des personnes retournent les cartes A et 7. Le fait de choisir la carte 4 montre notre tendance à confirmer plutôt qu'à infirmer. Le biais de confirmation peut affecter tant les décisions les plus anodines de la vie quotidienne, quel site internet consulter par exemple, que les décisions politiques les plus stratégiques. Il est par exemple fort probable que l'entêtement de l'administration Bush dans la guerre d'Irak reflétait en partie une volonté de confirmer l'hypothèse selon laquelle Saddam Hussein fournissait des armes de destruction massive à des groupes terroristes d'Al-Qaïda. Dans son rapport de 2005 remis au président George Washington Bush, l'expert en intelligence économique Robert M. Clark indiquait que l'utilisation appropriée d'hypothèses alternatives aurait pu aider à contrecarrer la tendance cognitive naturelle à forcer de nouvelles informations à entrer dans les paradigmes existants. Le journaliste H.L. Mencken disait « L'illusion la plus répandue qui soit consiste à croire passionnément ce qui, de toute évidence, est faux. C'est là la principale occupation de l'humanité. Le biais de confirmation renforce ces croyances fausses et ceci est tout à fait néfaste tant que les individus que pour la société. Le biais de confirmation est lui-même facilité par la surabondance d'informations qui permet à tout un chacun d'apporter de l'eau à son propre moulin. Plusieurs chercheurs considèrent que trouver des méthodes de débiaising et ces biais cognitifs figurent parmi les priorités les plus pressantes de la recherche en psychologie. Débiaising. Avant d'indiquer des techniques pouvant efficacement atténuer le biais de confirmation, on peut d'ores et déjà mentionner une technique qui ne fonctionne pas. Lorsqu'une personne possède une opinion tranchée sur un sujet, pour ou contre quelque chose, on pourrait penser que lui montrer une liste détaillée d'arguments pour et contre l'amènerait à développer une opinion plus nuancée. Une étude a montré qu'il n'en est rien. Au contraire, cette méthode renforce l'opinion initiale. Une première technique pour contrer le biais de confirmation consiste à faire en sorte, dans le cas où cela est réalisable, que les étapes de formulation de l'hypothèse et de recherche d'informations soient réalisées par des personnes différentes. Dans ce cas, la personne qui effectue la recherche d'informations est moins incitée à confirmer l'hypothèse en jeu puisqu'elle ne l'a pas elle-même formulée. Dans une étude, les chercheurs avaient demandé à des procureurs d'examiner des affaires où un suspect avait été arrêté. Ces derniers devaient alors évaluer la crédibilité de la déclaration du suspect et la solidité du dossier et décider s'ils engageaient ou non des poursuites. Il s'avère que si la décision des procureurs d'engager ou non des poursuites apparaît exempte de biais, il montre une tendance à confirmer l'hypothèse de la culpabilité du suspect dès lors que la décision d'engager des poursuites a été prise. Ces résultats suggèrent que l'examen des plaintes et la décision des poursuites d'une part et l'instruction d'autre part devraient être réalisés par des personnes différentes. C'est le cas dans la justice française où ces étapes sont confiées respectivement au procureur de la République et au juge d'instruction. Une seconde technique pour atténuer le biais de confirmation est de faire passer une session d'entraînement mettant en avant le biais de confirmation dans les décisions. Une étude réalisée avec des étudiants en management
a montré que ceux qui étaient formés à l'impact du biais de confirmation sur les décisions faisaient moins d'erreurs de décision que ceux qui ne l'étaient pas. Pour cela, les chercheurs ont utilisé un cas de management, Carter Racing, mettant en scène un patron d'écurie dans une course automobile, devant décider de continuer la course ou non, étant donné un ensemble d'informations. L'état critique de la voiture, les enjeux de la course, etc. Le cas est conçu de manière à ce qu'une analyse de surface du cas suggère l'hypothèse qu'une équipe devrait poursuivre la course, tandis qu'une analyse approfondie montre que cette décision aurait des conséquences catastrophiques pour l'équipe. La moitié des étudiants a traité le cas avec une formation au préalable, un serious game dans lequel le biais de confirmation était présenté et expliqué, et l'autre moitié sans formation au préalable. Les résultats montrent que les étudiants entraînés avant l'étude du cas prennent davantage de la meilleure décision de ne pas continuer la course que les étudiants non entraînés, un écart de 29%. Exemple. Un manager dans le digital vient d'être nommé directeur du digital pour un grand groupe. Ce dernier arrive auréolé de son passage dans une grande entreprise de la Silicon Valley, faisant référence dans le développement digital. Lors de son discours inaugural à son équipe, il souhaite présenter sa feuille de route et la vision qu'il a de son rôle, de son action et du projet qu'il souhaite déployer. Il tient à ses collaborateurs les propos suivants. Le digital, ce sont les applications. Aussi, je vais mettre en place un grand programme visant à ce que chacune des marques du groupe déploie 5 applis et nous ferons un concours des meilleures applis entre toutes les marques dans une logique d'émulation. Pour cela, nous allons produire un programme d'innovation digitale que nous allons déployer dans toutes les marques sur les 12 mois à venir. J'ai déjà une petite idée de méthodologie qui a fait ses preuves dans de nombreuses entreprises de la tech dans la vallée Silicon. J'ai fait des entretiens avec quelques responsables et j'ai bien compris que les marques étaient très en retard sur le sujet. Aussi, je veux créer un Big Bang du digital. Voyant son auditoire moins passionné que lui et quelque peu dubitatif, il interroge les personnes sur leur point de vue et ce qu'elles pensent de ce projet. Un collaborateur lui répond « La réalité est plus complexe et certaines marques ont déjà fait de nombreux développements digitaux et peut-être faudrait-il un inventaire de ce qui existe déjà au risque de voir notre démarche rejetée. Certaines marques ont créé des services digitaux avec des méthodologies et les responsables ne seront pas pleinement ouverts à de nouvelles démarches. Je trouve l'idée du challenge des applis intéressante car cela correspond bien à l'état d'esprit de challenge des marques. Conseil. Ne pas plaquer une croyance acquise sur une réalité dans toutes les réalités. Le biais de confirmation est parfois complété par un autre biais appelé le biais du raisonnement motivé. Un proverbe dit « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Lorsque nous souhaitons atteindre un résultat, nous trouvons toujours un raisonnement ad hoc pour justifier la poursuite de ce résultat. Tel est le biais du raisonnement motivé. Considérons un exemple tout à fait fictif. Supposons que le Conseil constitutionnel censure une loi pour des raisons politiques plutôt que juridiques. Le Conseil constitutionnel va déployer un raisonnement juridique justifiant sa décision. Ce raisonnement donne une apparence d'objectivité et de rationalité à une décision qui est en réalité motivée par un objectif politique. Le raisonnement motivé est le niveau supérieur du biais de confirmation. Il pousse non seulement à confirmer ses propres croyances, mais également à créer des rationalisations complexes pour justifier la préservation de ses croyances. Plus généralement, cherchant à atteindre un objectif, conforter une idée, refuser un candidat, etc., nous construisons un raisonnement dissimulant nos motivations réelles. Un article publié en 2011 suggère d'ailleurs que c'est l'essence même du raisonnement. Celui-ci ne servirait pas à prendre des meilleures décisions, mais à convaincre nos interlocuteurs dans une discussion. Les effets du raisonnement motivé peuvent être désastreux. Leur donnant une apparence de rationalité, ce biais peut permettre à de mauvaises décisions de s'imposer. Une technique de debasing consiste à s'interroger sur son projet et à ce que nous voulons. Les Anglais ont une phrase « What is your agenda ?» pour signifier « Où veux-tu aller ?» Nous vous conseillons de formaliser sur une demi-page votre projet, ce vers quoi vous tendez. Cet exercice est personnel et n'a pas à faire l'objet de communication externe. Ensuite, analysez certaines de vos décisions en termes d'arguments invoqués et déterminez en quoi ces arguments étaient orientés par votre finalité plus que par la logique. Le biais d'attribution. Nous cherchons toujours à expliquer nos propres comportements et ceux d'autrui par un processus appelé attribution causale.
Deux types de facteurs explicatifs peuvent être invoqués. Des facteurs internes, traits de personnalité, attitudes, compétences, etc. et des facteurs externes, tout ce qui relève de la situation, des circonstances. Par exemple, si le conducteur devant moi passe au feu orange, je peux expliquer ce comportement par un trait de personnalité. Le conducteur est impatient. Ou par les circonstances. Il est en retard. Plusieurs biais affectent ce processus d'attribution causale. On parle de biais d'attribution. Par exemple, nous avons tendance à invoquer trop peu de facteurs dans l'explication de comportements complexes, ce qui donne lieu à des explications simplistes. La crise financière de 2007-2008 était due aux traders qui prennent des risques démesurés, par exemple. Dans Les incertitudes de l'heure présente, 1923, Gustave Le Bon disait que une des plus fréquentes sources d'erreurs politiques est d'attribuer à des causes uniques des événements issus de causes nombreuses et compliquées. Un biais d'attribution majeur est la tendance à davantage invoquer des facteurs internes que des facteurs externes dans l'explication des comportements. Il s'agit de l'erreur fondamentale d'attribution. Ce biais a été mis en évidence dans une étude classique en psychologie sociale publiée en 1967. On montrait aux participants un texte écrit par un étudiant dans le cadre d'un débat sur le président de Cuba, Fidel Castro. Le texte était soit pro ou anti-Castro. Dans une condition, on disait aux participants que l'étudiant avait libérément choisi le point de vue défendu. Dans une autre condition, on disait aux participants que l'étudiant avait été contraint d'adopter le point de vue défendu. Les participants dans la première condition estimaient, à juste titre, que le texte rédigé par l'étudiant en question reflétait ses opinions réelles. Mais, de façon surprenante, c'était aussi le cas chez les participants dans la seconde condition. Ces derniers négligeaient l'influence de la situation. L'étudiant n'avait pas eu le choix de la position défendue et surestimait l'influence des attitudes personnelles. Le biais d'attribution s'observe également lorsque nous cherchons à expliquer nos propres comportements et il est dans ce cas autocomplaisant. Cela signifie que nous avons tendance à expliquer nos réussites par des facteurs internes, nos propres qualités, et nos échecs par des facteurs externes, les circonstances. Ceci nous permet de préserver notre ego. Par exemple, il sera plus confortable pour un entrepreneur couronné de succès de penser que sa réussite relève davantage de ses qualités propres que de circonstances favorables. Inversement, un entrepreneur ayant connu l'échec sera enclin à penser que cet échec tient davantage de circonstances défavorables qu'à un manque de qualités propres. La combinaison de l'erreur fondamentale d'attribution et de l'excès de confiance donne lieu à l'illusion de contrôle, la tendance des gens à surestimer leur degré de contrôle sur les événements. Dans une étude publiée en 1975, la psychologue Hélène Linger a montré que les participants qui ont choisi eux-mêmes le numéro de leur billet de loterie ont tendance à le revendre plus cher que ceux auxquels le numéro de billet a été imposé. Cette observation révèle que les premiers pensent pouvoir peser sur le résultat de la loterie, avoir plus de chances de gagner, alors même que ce résultat est le plus pur produit du hasard. Cette surestimation de notre degré de contrôle sur les événements, pourtant largement incontrôlables, nous fait par exemple souffler sur les dés avant de les lancer, battre soi-même les cartes, ou encore tenir compte des chiffres déjà sortis à la roulette. Débriefing. Afin d'éviter le biais d'attribution, faites l'exercice du tableau croisé. Prenez une réussite et un échec et identifiez pour chacun les facteurs internes et externes en jeu. Vous allez ainsi vous forcer à trouver des explications internes à vos échecs et des explications externes à vos réussites. Exemple. Une start-up a développé une plateforme pour l'animation d'ateliers participatifs à destination des entreprises. Il s'agit de proposer un outil qui permet à plusieurs personnes à distance ou sur un même lieu de réaliser des ateliers de créativité à partir de scripts préétablis. La start-up est composée de 7 personnes, avec la moitié de développeurs informatiques et l'autre moitié de consultants qui interviennent dans des entreprises pour animer des ateliers participatifs avec la plateforme. Malgré une promesse client forte, avoir un outil qui organise des ateliers et opère la traçabilité des échanges, le produit ne trouve pas son marché et la trésorerie de la start-up se dégrade. Les consultants font remonter à l'équipe technique un certain nombre de points qui s'avèrent bloquants, notamment en ce qui concerne la connexion au réseau Wi-Fi qui peut s'avérer difficile dans certains lieux. La réaction de l'équipe technique a été surprenante en apportant la réponse suivante. Notre outil est bon et nos compétences nous ont permis de proposer très rapidement un outil avec de nombreuses fonctionnalités. Si leur Wi-Fi ne fonctionne pas, ce n'est pas notre problème. Cela a pris des semaines de discussion sur ce point ainsi que d'autres détails techniques
avec toujours les mêmes réponses de l'équipe technique. Notre produit est bon car nous l'avons conçu et les problèmes ne viennent pas de nous mais de l'environnement des clients. La solution a consisté à mettre l'équipe technique en relation avec les clients et à leur faire co-animer avec les consultants des sessions, permettant ainsi de mieux comprendre que certaines demandes étaient pleinement fondées. Conseil. Et si j'avais tort et mon environnement raison? Le biais de croyance. J'y crois, donc c'est vrai. On pourrait ainsi résumer le biais de croyance, par lequel nous avons tendance à juger la validité d'une conclusion, non pas sur une base logique, mais suivant notre degré de croyance en celle-ci. Par exemple, évaluer si les deux syllogismes suivants sont valides. Syllogisme 1. Tous les mammifères marchent. Les baleines sont des mammifères. Les baleines marchent. Syllogisme 2. Les pays de l'Union européenne utilisent l'euro. La Chine ne fait pas partie de l'Union européenne. La Chine n'utilise pas l'euro. D'un point de vue logique, le premier syllogisme est valide. La conclusion « les baleines marchent » découle logiquement des deux prémices, et le second syllogisme n'est pas valide. La conclusion « la Chine n'utilise pas l'euro » ne découle pas logiquement des prémices. Pourtant, la plupart des personnes considèrent que le premier syllogisme n'est pas valide et que le second l'est. Ceci s'explique par le fait que nous évaluons la validité du syllogisme non pas sur la base logique, mais suivant le caractère plausible de la conclusion. Dans le premier syllogisme, la conclusion « les baleines marchent » est improbable, donc nous pensons que le syllogisme est faux, et inversement dans le second. Le degré auquel nous croyons qu'une affirmation est vraie n'est pas un bon indicateur de la véracité de celle-ci. Tout simplement parce que nous pouvons croire en des choses vraies et des choses fausses au même degré. Rappelez-vous la citation de Mencken, « La principale occupation de l'humanité consiste à croire passionnément ce qui, de toute évidence, est faux ». Le biais de croyance est souvent néfaste pour nos décisions car il nous écarte d'une analyse rationnelle de la situation. Lors de la bulle Internet à la fin des années 1990, les décisions de nombreux investisseurs étaient probablement davantage fondées sur des croyances et des narrations, sur des nouvelles technologies que sur une analyse économique rationnelle. Le biais de confirmation peut renforcer le biais de croyance quand la conclusion correspond à nos propres croyances. Dans ce cas, nous sommes d'autant plus enclins à évaluer la véracité de la conclusion sur la base de notre croyance parce que celle-ci s'en trouve confortée. En pleine crise sanitaire de la Covid-19 en 2020, nombre des personnes convaincues de l'efficacité de l'hydroxychloroquine évaluaient moins les conclusions des études du professeur Raoult sur une base rationnelle que sous l'angle de leurs croyances. Débiaising. Considérez les faits. Une personne sans éléments tangibles est juste une personne de plus avec une opinion. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision, une analyse rationnelle de la situation est un meilleur guide que nos croyances personnelles. Ainsi, le meilleur moyen de contrecarrer le biais de croyance est de considérer les faits avant tout. Les débats sont souvent stériles car ils reviennent à une opposition d'opinion sans considération pour les faits. Comme le soulignait W. Edward Deming, une personne sans éléments tangibles est juste une personne de plus avec une opinion. La plupart des personnes pensent qu'une idée est vraie parce qu'elles y croient, mais elles se trompent, car le degré de véracité d'une idée se juge avant tout au regard des faits, des éléments tangibles qu'il était. Si vous pensez que le niveau scolaire des élèves baisse ou si vous pensez que les OMG sont néfastes pour la santé, vous devez mettre des éléments tangibles sur la table, pas seulement votre opinion et vos anecdotes personnelles. L'excès de confiance. Il s'agit du principal biais d'autocomplaisance et peut-être le principal biais cognitif tout court. Dans une interview à The Guardian en 2015, Daniel Kahneman déclarait que c'est l'excès de confiance qu'il éliminerait s'il y avait une baguette magique à cause des effets désastreux que ce biais peut avoir sur les décisions. Ce biais fera donc l'objet ici d'un développement plus conséquent. Qui n'a jamais sous-estimé le temps de trajet pour rejoindre un ami? Quel entrepreneur n'a pas surestimé ses chances de réussir? Quel auteur n'a pas sous-estimé la durée de rédaction de son manuscrit? Quel trader n'a pas surestimé sa capacité à battre le marché? Quel ministre n'a pas surestimé ses chances de mener à bien une réforme? Tous ces exemples ont en commun le même biais cognitif, l'excès de confiance, la tendance à surestimer l'exactitude de son jugement, ses capacités et à faire preuve d'un optimisme excessif
explique en grande partie pourquoi certaines parties s'entêtent dans des affaires juridiques, pourquoi des bulles apparaissent sur les marchés ou encore pourquoi de nombreuses fusions et acquisitions se soldent par un échec. À cause de ses conséquences sur les décisions, le biais optimiste est peut-être le plus important des biais cognitifs, souligne Kahneman. L'excès de confiance peut prendre 3 formes. L'excès de précision, over-precision, ou la confiance excessive dans l'exactitude de son propre jugement, la surestimation de ses capacités, overestimation, et le surclassement, overplacement, ou la croyance excessive que nous sommes meilleurs que les autres. L'excès de précision. Considérez les questions suivantes. L'absinthe est un spiritueux, une pierre précieuse. Quelle est la probabilité de votre réponse soit correcte? Entourez une valeur. 50%, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 95, etc. jusqu'à 100. Vilnius est la capitale de la Lituanie, la Lettonie. Quelle est la probabilité que votre réponse soit correcte? Entourez une valeur de 50 à 100%. Les recherches ont montré que dans ce genre de tâches, le degré de confiance moyen dans ces réponses est supérieur au taux de réponse correcte. Sur 100 jugements de ce type, une personne aurait typiquement un degré de confiance moyen de 80% et un taux de réponse correcte de 60%, soit un excès de confiance de 20%. Autrement dit, nous avons tendance à surestimer l'exactitude de nos jugements. Les auteurs d'un célèbre article publié en 1977 avaient mis en évidence ce phénomène en utilisant cette méthodologie, consistant à examiner la relation entre exactitude et confiance dans le jugement dans des choix à 2 alternatives. Par exemple, lorsqu'ils devaient juger si un dessin d'enfant provenait d'un enfant européen ou d'un enfant asiatique, les sujets avaient un taux de réponse correcte de 53%, mais un degré de confiance moyen dans leur réponse de 68%. Ou encore, lorsqu'ils devaient prédire si les cours d'une action seraient à la hausse ou à la baisse sur une période donnée, les sujets avaient un taux de réponse correct de 47%, mais un degré de confiance moyen de 65%. On pourrait souligner que ces jugements sont relativement non familiers, mais l'excès de confiance se manifeste aussi dans des jugements communs. Par exemple, prédire si un ami qui trouverait un billet par terre le garderait pour lui ou non. Une étude a montré que même lorsque nous indiquons être sûrs à 100% de notre jugement, celui-ci ne s'avère correct que dans 70 à 85% des cas. L'excès de confiance correspond à une mauvaise calibration de probabilité subjective. Imaginez que pendant 1 an, on demande à 100 météorologistes d'estimer le jour N, la probabilité qu'il pleuve le jour N plus 1, et on relève s'il a plu ou non ce jour-là. On dira que les météorologistes sont parfaitement calibrés si leurs prévisions, probabilité subjective, correspondent aux résultats réels. Est-ce qu'il a réellement plu ou non? Il a plu dans 10% des cas où ils estimaient à 10% la probabilité qu'il pleuve. Il a plu dans 20% des cas où ils estimaient 20% de probabilité qu'il pleuve, etc. Dans le cas de l'excès de confiance, la probabilité subjective correspond au degré de confiance dans son jugement. La calibration est calculée sur un ensemble de jugements. Cette notion n'a pas de sens à l'échelle d'un jugement pris isolément. Chez une personne parfaitement calibrée, le degré de confiance dans son jugement coïncide avec l'exactitude de celui-ci. 90% des jugements auxquels ont été assignés un degré de confiance de 90% sont exacts. 80% des jugements auxquels ont été assignés un degré de confiance de 80% sont exacts, etc. De façon intéressante, l'excès de confiance est plus fort chez les personnes les moins qualifiées, un phénomène appelé effet Dunning-Kruger. Ces personnes montrent un déficit métacognitif, les empêchant d'évaluer correctement leur niveau de compétences réelles. L'indice de surprise. Une mesure particulièrement intéressante de la calibration est l'indice de surprise. Répondez au petit quiz ci-dessous. Pour chacun des 10 items suivants, fournissez une estimation basse et une estimation haute de telle sorte que vous soyez sûr à 90% que la réponse correcte se situe dans cet intervalle. L'objectif est de fournir un intervalle ni trop restreint, traduisant une confiance trop élevée, ni trop large, traduisant une confiance trop faible. Si vous atteignez cet objectif, votre intervalle loupera la réponse correcte dans 10% des cas, soit ici une seule fois.
L'âge de Martin Luther King au moment de sa mort. Limite basse, limite haute. La longueur du Nil en kilomètres. Haut, bas. Le nombre de pays membres des Nations Unies. Limite basse, limite haute. Le nombre de livres dans l'Ancien Testament. Haute, basse. Le diamètre de la Lune en kilomètres. Estimation haute, basse. Le poids d'un Boeing 747 vide en tonnes. Haut, basse. L'année de naissance de Mozart. Haut, basse. La période de gestation d'un éléphant d'Asie en jours. Haut, basse. La distance à vol d'oiseau Londres-Tokyo en kilomètres. Haut, basse. Le point le plus profond dans l'océan en mètres. Limite basse, limite haute. Maintenant, supposons que pour l'item 1, vous êtes sûr à 90% que Martin Luther King est mort entre 45 et 50 ans. Comme la réponse correcte se situe en dehors de votre intervalle, il est mort à 39 ans, cette réponse constituerait une surprise pour vous. L'indice de surprise correspond au taux de réponse qui se situe en dehors de votre intervalle de confiance. Dans ce quiz, la plupart des personnes ont un indice de surprise entre 40 et 70%. Seuls 1% des sujets fournissent un intervalle qui contient la réponse correcte pour 9 des 10 des questions. Cela montre que nous avons tendance à fournir des intervalles trop restreints, traduisant un excès de confiance. En demandant à des sujets de fournir des intervalles de confiance à 90%, 18%, des chercheurs avaient montré pour un ensemble d'environ 15 000 jugements que l'indice de surprise est de 32%. L'intervalle de confiance ne contient la réponse correcte que dans 68% des cas. Là aussi, on pourrait souligner le manque de familiarité avec les estimations demandées. Mais l'excès de confiance affecte tout autant les jugements qui relèvent d'une expertise. Dans ce cas, les intervalles de confiance sont plus resserrés autour de la réponse correcte, ce qui améliore l'exactitude, mais ils sont aussi plus étroits, ce qui réduit l'exactitude, ces deux effets s'annulant. La tendance à fournir des estimations et des jugements excessivement précis peut avoir un effet désastreux sur les décisions dans la vie réelle. Lors de l'accident de la navette spatiale Challenger le 28 janvier 1986, qui correspondait à la 25e mission dans l'espace, la NASA estimait le risque d'accident fatal au décollage à 1 pour 100 000 décollages. Ce niveau de risque signifie que si une navette spatiale était lancée chaque jour, un accident fatal se produirait tous les 274 ans. Ce risque était manifestement sous-estimé. En médecine, une étude a comparé les résultats d'autopsie de patients morts aux urgences au diagnostic des médecins ant-mortem. Il s'avère que lorsqu'ils étaient tout à fait certains de leur diagnostic, celui-ci était pourtant erroné dans 44% des cas. En matière judiciaire, il n'est pas rare que les avocats d'une partie chiffrent de façon excessivement précise les chances de l'emporter devant une juridiction et décident d'engager ou de poursuivre une action en justice. L'excès de confiance peut produire des pertes significatives aussi bien humaines que financières. Dans le cadre d'une gestion optimale, les entreprises doivent se livrer à un ensemble de prédictions et de projections dans leurs différentes composantes. L'excès de précision peut significativement affecter ces prédictions. Sur la base d'une enquête trimestrielle menée pendant 10 ans, 3 chercheurs ont étudié la capacité des directeurs financiers de moyennes et grandes entreprises américaines à prédire la rentabilité annuelle de l'indice SP500 sur l'année suivante. Ces chercheurs ont utilisé l'indice de surprise pour mesurer la calibration des directeurs financiers avec la question suivante. L'année prochaine, concernant la rentabilité annuelle de l'indice SP500, il y a une chance sur 10 que la rentabilité soit inférieure à tant de %. Je m'attends à ce que la rentabilité annuelle soit de tant de %. Il y a une chance sur 10 que la rentabilité soit supérieure à tant de %. Autrement dit, les directeurs financiers devaient indiquer un intervalle de confiance à 80%. S'ils sont bien calibrés, seuls 20% des résultats réels doivent apparaître comme des surprises, c'est-à-dire se situer en dehors de l'intervalle. L'analyse de plus de 13 000 réponses montre que les directeurs financiers sont mal calibrés. 64% des valeurs réelles de la rentabilité annuelle du SP500 apparaissent comme des surprises. 36% de ces valeurs se situent dans l'intervalle.
Ces derniers montrent donc une confiance excessive dans leur capacité à prédire la rentabilité du SP500. En fait, pour avoir un taux de surprise de 20%, les directeurs financiers auraient dû indiquer des intervalles de confiance bien plus larges, de moins 10% à plus 30%. Seulement, rapporter un intervalle de confiance aussi large apparaîtrait comme non informatif et non crédible pour tout directeur financier. Dans le secteur RH, le recrutement implique de se livrer à un exercice de prédiction, notamment celle de la performance professionnelle des candidats. Une étude montre que la plupart des recruteurs dans les entreprises partagent la croyance implicite que l'on peut prédire de façon quasi parfaite la performance professionnelle future et que cette capacité de prédiction s'améliore avec l'expérience. Cet excès de confiance les amène à privilégier l'entretien comme principale méthode de recrutement et de rejeter des outils d'aide au recrutement. Pourtant, les recherches en psychologie du travail ont montré que la performance professionnelle peut être prédite seulement dans une certaine mesure et que parmi les méthodes de recrutement, l'entretien non structuré n'est clairement pas la méthode la plus prédictive. La surestimation. La surestimation est une autre manifestation de l'excès de confiance par laquelle nous avons tendance à penser que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes réellement. Ce phénomène est à l'origine d'un biais bien connu en management, l'erreur de planification. C'est la tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour réaliser une tâche, ou inversement, à surestimer sa capacité à respecter une deadline. Dans une étude publiée en 1994, 37 étudiants en psychologie avaient estimé à 33,9 jours en moyenne le temps qui leur serait nécessaire pour rédiger leur mémoire de master. De plus, ils estimaient que cette durée serait de 27,4 jours si tout irait au mieux et de 48,6 jours si tout irait au plus mal. Au final, il fallut 55,5 jours en moyenne à ces étudiants pour rédiger leur mémoire. Plus généralement, l'erreur de planification est la sous-estimation de la durée des coûts et des risques d'action futures. Ce biais explique par exemple pourquoi l'organisation des Jeux Olympiques coûte souvent bien plus cher que ce qui était prévu. Le coût prévu des JO de Londres en 2012, lors de la candidature, était de 2,8 milliards d'euros. Le coût réel fut de 10,5 milliards. Le coût prévu des JO de Sochi en 2014 était de 14 milliards d'euros. Le coût réel fut de 36 milliards, soit presque le PIB de la Tunisie en 2018. L'Opéra de Sydney est un autre exemple célèbre. Alors que sa construction devait être achevée en 1963, une version réduite fut ouverte en 1973. Le coût initial était estimé à 7 millions de dollars. Le coût réel fut de 102 millions. La surestimation de nos capacités forme avec l'optimisme irréaliste et l'illusion de contrôle les illusions positives, un ensemble de croyances et d'attitudes par lequel nous nous ôtons-dupons sur nos capacités. En permettant de maintenir une estime de soi positive et du bien-être mental, ces illusions seraient nécessaires à notre bon fonctionnement psychologique. Le biais d'optimisme est la tendance excessive à croire que l'avenir nous sera favorable, que nous sommes moins exposés aux événements négatifs. Ce biais peut aussi nous amener à croire que nous vivrons plus longtemps que la moyenne, que nous avons moins de chances de développer une maladie ou que nous avons plus de chances de réussir un projet. Une étude a révélé que les inventeurs sont plus optimistes que la population générale. Ce biais expliquant en partie pourquoi 29% d'entre eux continuent de dépenser de l'argent et 51% continuent de dépenser du temps sur leurs projets après avoir reçu un conseil avisé de les stopper. L'illusion de contrôle désigne la tendance à surestimer l'influence que nous avons sur les choses et à sous-estimer le rôle de la chance. Les anglo-saxons utilisent souvent cette perspective pour décrire la recherche de réussite. Il y a les choses sur lesquelles nous avons un contrôle et celles sur lesquelles nous n'en avons pas. Il faut se focaliser sur les premières et négliger les secondes. Nous avons toutefois tendance à surestimer le ratio entre les deux au profit des premières. Les joueurs de poker amateurs ne sous-estiment-ils pas la part de hasard dans ce jeu ? Les entrepreneurs ne surestiment-ils pas le rôle de leurs compétences dans le destin de leur entreprise ? Les managers ne surestiment-ils pas leur capacité à contrôler le risque ? Une synthèse sur la perception du risque chez les managers montre en effet que la plupart d'entre eux 1. Considèrent qu'ils prennent judicieusement des risques et qu'ils sont moins averses aux risques que leurs collègues. 2. Perçoivent le risque comme largement contrôlable. 3. Attribuent cette contrôlabilité aux compétences et à l'information.
Les illusions positives sont le moteur de l'économie libérale car elles poussent à l'entrepreneuriat. Elles expliquent pourquoi le taux de création d'entreprises est élevé alors que la plupart des nouvelles entreprises font faillite au bout de quelques années. Aux États-Unis, les chances qu'une start-up subsiste 5 ans après sa création sont d'environ 35%. Mais la majorité des entrepreneurs pensent qu'ils échapperont à cette statistique. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'ils surestiment leurs compétences, leurs connaissances et leur capacité à démarrer un business. Au final, ils sont excessivement conscients dans leur succès et le feedback social positif qu'ils reçoivent en retour booste cet excès de confiance. En plus de la surestimation, la création d'entreprises est aussi favorisée par un autre biais cognitif, la négligence de la concurrence. Focalisé sur son projet, ses objectifs et son plan, l'entrepreneur en vient à négliger ceux de ses concurrents. L'entrepreneur est incité à lancer son affaire et à entrer sur le marché. Une étude a montré que les entrants potentiels sur un marché fondent essentiellement leur décision d'y entrer ou non sur une évaluation de leurs propres compétences et accordent peu d'attention au marché lui-même. Il en résulte un taux élevé de nouveaux entrants dont beaucoup sont voués à l'échec, faute d'une analyse préalable précise de l'état du marché et de la concurrence. Réussir dans un marché ne requiert pas seulement d'être bon, encore faut-il que les concurrents le soient moins. D'une façon générale, nous sommes parfois peu enclins à nous comparer à autrui et préférons nous focaliser sur nous-mêmes. Par exemple, la croyance de la plupart des gens d'être plus heureux que les autres ne résulte probablement pas d'une véritable comparaison avec autrui, mais exprime simplement le fait qu'ils se sentent plutôt heureux. Si elles sont à l'origine de nombreux échecs parmi les acteurs économiques, les illusions positives sont le moteur cognitif de l'activité économique dans son ensemble. Le surclassement. En nous focalisant sur nous-mêmes et en surestimant nos capacités, nous avons tendance à négliger les autres. Or, même lorsque nous les considérons, l'excès de confiance fait que nous avons tendance à nous croire meilleurs qu'eux, à nous surclasser. De nombreux exemples illustrent cette supériorité illusoire qui nous pousse à croire que nous sommes meilleurs que la moyenne. L'effet better than average. Un exemple célèbre est le fait que 75% à 90% des conducteurs pensent être meilleurs que le conducteur médian. La supériorité illusoire explique aussi pourquoi certains investisseurs échangent plus sur les marchés ou encore pourquoi une part importante des litiges conduisent au procès, les avocats surestimant leurs chances de gagner l'affaire. La supériorité illusoire s'explique notamment par le fait que nous avons tendance à nous comparer à la population générale plutôt qu'à notre groupe de référence. Un jeune diplômé en informatique d'une université française de province est certainement meilleur en informatique que la population générale, mais certainement moins bon qu'un jeune diplômé du MIT. Pourtant, c'est avec ce genre d'étudiants qu'il se retrouve en concurrence sur le marché international. Le sentiment de supériorité peut être particulièrement prégnant chez les dirigeants. D'une part, ce sentiment a tendance à s'observer chez les personnes à forte compétence, et d'autre part, la concurrence pour l'accès aux postes de direction aboutit à la sélection des profils combinant leadership, confiance et succès, autant de traits sur lesquels prospère le sentiment de supériorité. Dans les recherches florissantes sur l'impact des biais cognitifs sur les décisions managériales, l'excès de confiance des dirigeants a reçu une attention particulière. Les auteurs d'une étude publiée en 2005 ont utilisé une mesure de préférence révélée par le dirigeant basée sur son comportement d'exercice des stock options et d'acquisition d'actions de son entreprise. Surestimant la valeur de son entreprise et les effets de ses investissements, le dirigeant surconfiant tend à conserver de façon excessive ses stock options et à acquérir des actions. Les auteurs montrent qu'au travers de cette mesure, une portion significative des dirigeants d'entreprise montre un excès de confiance. L'excès de confiance des dirigeants peut produire des décisions désastreuses. Ce biais a notamment été invoqué pour expliquer pourquoi les fusions-acquisitions conduisent souvent à des résultats décevants. Chacun se souvient par exemple de la fusion entre AOL et Time Warner en 2000, la plus importante fusion de tous les temps, alors évaluée à 124 milliards de dollars. Début 2002, AOL enregistrait une perte nette de 54 milliards de dollars et en 2009, Time Warner se séparait d'AOL, marquant ainsi l'échec patent de cette fusion historique. En 2002, le magazine The Economist attribuait en partie cet échec à l'hubris de Steve Gates. Porté par un sentiment
de supériorité et la croyance qu'il pourrait gérer les actifs d'une autre entreprise mieux que ses dirigeants actuels, le dirigeant de l'entreprise acheteuse est enclin à s'engager dans des fusions-acquisitions hasardeuses qui finissent par coûter cher aux actionnaires. Convaincu que son évaluation de l'entreprise cible est meilleure que celle du marché, le dirigeant surconfiant est prêt à offrir aux actionnaires des primes élevées. L'excès de confiance est un moteur qui mène souvent à l'échec, mais parfois à la réussite. Toutes les personnes qui occupent les positions importantes dans la société en sont arrivées là parce qu'elles ont relevé des défis et pris des risques. Elles ont fait cela parce qu'elles sont confiantes dans leur jugement, leur capacité et leur supériorité. S'il comporte une part d'auto-dupri, cet excès de confiance s'est néanmoins avéré payant. De plus, nous sommes parfois incités à apparaître excessivement confiants, soit socialement pour gagner en influence, soit économiquement pour gagner en part de marché. Mais pour la plupart des gens, l'excès de confiance produit des erreurs de jugement et de mauvaises décisions. Si les biais cognitifs étaient organisés de façon hiérarchique, l'excès de confiance figurerait au sommet. Car si nous étions plus humbles quant à l'exactitude de notre jugement, nous serions plus enclins à reconnaître tous les biais susceptibles d'affecter celui-ci et ainsi à les prendre en compte. Des biaisings. Concernant l'excès de précision, comme la plupart des personnes sont mal calibrées, le degré de confiance dans leur jugement est supérieur à l'exactitude de ces derniers, il est plus prudent de revoir à la baisse le niveau de confiance qu'affiche une personne, surtout quand celui-ci est élevé et quand le jugement est difficile. Je suis sûr à 90% que ça va marcher devrait être pris comme je suis sûr à 70-75% que ça va marcher. La technique des alternatives peut efficacement atténuer l'excès de confiance. Elle consiste à demander à la personne de prendre en considération les hypothèses alternatives à la sienne. Le simple fait de demander au sujet d'estimer la probabilité des alternatives à l'action qu'ils envisagent augmente l'exactitude de leur jugement. Un très bon exemple de la technique des alternatives est la technique du pré-mortem qui permet de réduire l'excès de confiance dans la planification de projets. Proposée par Gary Klein, cette technique s'applique dans le cas où une équipe s'apprête à lancer un projet ou une action. Alors que le projet n'est pas encore officiellement engagé, il s'agit de réunir un groupe de personnes impliquées dans celui-ci et de les faire travailler sur les thèmes suivants. Imaginez que nous soyons dans un an. Nous avons mis le plan en œuvre tel qu'il est. Le résultat est une catastrophe. Prenez 5 à 10 minutes pour rédiger une histoire succincte de cette catastrophe. Le pré-mortem permet de réduire l'excès de confiance du groupe, boosté par la croyance collective que la bonne décision a été prise, pensée grégaire, et le fait que les partisans du projet sont souvent plus vocaux que les sceptiques. En mettant sur la table une alternative, le projet échoue, le pré-mortem laisse la place au doute. Exemple. Le manager d'une équipe commerciale fait tous les mois un tableau de suivi des objectifs. Son équipe est constituée de 5 commerciaux. Son opération de pilotage a un double objectif. Vérifier si les prévisions du mois se sont réalisées par rapport à un prévisionnel et définir un prévisionnel pour le mois qui vient en fonction des perspectives et des affaires en cours. Régulièrement, le manager constate une surévaluation des chiffres commerciaux et lors de la confrontation aux réalisations, les écarts sont toujours négatifs, amenant une appréciation négative de ses supérieurs dans sa capacité prévisionnelle. Comment amener les commerciaux de son équipe à proposer des prévisionnels plus justes et à ne pas systématiquement surévaluer les ventes potentielles? En interrogeant un par un les commerciaux, il obtient quelques éléments de réponse. Le fait que le chiffre prévisionnel soit annoncé en collectif conduit à une concurrence entre les personnes et chacun tient à montrer aux autres un niveau de performance élevé. Un autre point soulevé est que l'expérience prévisionnelle relève plus d'un niveau de performance rêvé que de la capacité du marché et de ses réalités. Les commerciaux pensent qu'en affichant une ambition forte, cela les poussera à se surpasser. Le directeur a également remarqué que plus les résultats réels étaient mauvais, plus les commerciaux proposaient des objectifs ambitieux. Comment faire dès lors pour avoir des objectifs à la fois motivants et un degré de réalisme permettant un pilotage en lien avec l'activité réelle? Le directeur a alors expérimenté plusieurs techniques. La première a consisté à demander aux commerciaux de définir individuellement leurs objectifs et à les réévaluer un jour plus tard, avant leur envoi au directeur. La deuxième technique a été de leur demander une pondération de leur chiffre d'affaires potentiel en fonction d'un pourcentage de réalisation.
Un CA de 100 avec une probabilité de réalisation de 50% était compté pour une valeur de 50K. La troisième technique consistait à ce que les commerciaux calculent leur taux d'erreur d'estimation sur les données passées et corrigent leurs prévisions avec ce taux. Toutes ces actions ont permis de corriger le processus d'estimation du chiffre d'affaires avec une erreur de survalorisation de 10% au lieu de 20 à 30% auparavant. Autodiagnostic des biais d'autocomplaisance. Pour servir notre ego, nous sommes parfois victimes de biais d'autocomplaisance, comme cela a été montré dans cette première partie. Pour résumer ces biais et vous permettre de vous autodiagnostiquer, nous vous proposons la grille suivante. Auto-évaluez-vous sur les différents biais par une note de 1 à 5. 1 signifiant une faible exposition du biais, 5 une forte exposition de ce biais. Cet exercice peut également se faire pour une équipe en collectif. Biais, par exemple, effet de faux consensus. Définition, surestimer le nombre de personnes qui pensent et agissent comme nous. Évaluation, débiaising, vérifier l'opinion des autres, faire un test. Autre biais, biais de confirmation, qui est interpréter et rechercher des informations qui confirment nos croyances au détriment de celles qui les contredisent. Évaluation, de 1 à 5. Débiaising, dissocier la recherche d'informations de la prise de décision, se former au biais de confirmation. Autre biais, raisonnement motivé, construire un raisonnement pour justifier un résultat décidé à l'avance. Évaluation, de 1 à 5. Débiaising, formaliser son projet personnel, analyser les arguments invoqués, la part de ces arguments qui sont rationnels et la part qui est orientée par le projet. Biais suivant, biais d'attribution. Tendance à expliquer nos réussites par des facteurs internes, nos qualités propres et nos échecs par des facteurs externes, les circonstances. Évaluer, de 1 à 5. Débiaising, trouver des facteurs externes pour expliquer nos réussites, trouver des facteurs internes pour expliquer nos échecs. Autre biais, excès de confiance, tendance à surestimer l'exactitude de notre jugement, nos compétences et notre position par rapport aux autres. Évaluation de 1 à 5. Débiaising, revoir à la baisse son niveau de confiance, estimer les probabilités des alternatives, faire l'exercice du pré-mortem. Et dernier biais, biais de la tâche aveugle, nier l'influence des biais cognitifs sur nos décisions. Évaluation de 1 à 5 et débiaising, se documenter sur les biais cognitifs, évaluer ses propres biais. Edward Dewing. Lorsqu'il